L'argent parle, mais le silence hurle. Une seule feuille de parchemin reposait sur la table en acajou poli, couverte de symboles qui avaient déconcerté les meilleurs cryptographes du monde pendant des décennies. Pour les hommes présents dans la pièce, ce n'était que de l'encre sur du papier. Pour la serveuse tremblant dans le coin, c'était une sentence de mort. Lorenzo Moretti, le capot le plus craint de New York, rit en jetant un sac de billets sur la table. « Lis-le, ma chérie. 1 million de dollars. Ici même. Tout de suite. » Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parle. Il ne s'attendait certainement pas à ce que les premiers mots sortant de sa bouche exposent un traître debout, juste à côté de lui. Le Velvet Lounge n'était pas seulement un restaurant. C'était un état souverain, sculpté dans l'onyx, l'or et la peur. Situé au cœur de Manhattan, c'était là que se concluaient des marchés qui changèrent le prix du pétrole, l'issue des élections et la durée de vie des ennemis. Isabella lissa le devant de son uniforme noir, ses mains tremblant légèrement. Elle travaillait ici depuis 6 mois, et durant ce temps, elle avait appris la règle la plus importante de l'industrie du service dans le monde souterrain. Sois invisible. Tu n'es pas une personne. Tu es une paire de mains livrant du scotch, vieux de 30 ans, et des steaks assez saignants pour avoir encore un pouls. Tu n'entends pas les menaces. Tu ne vois pas les armes. Tu n'établis certainement pas de contact visuel avec l'homme à la table 1, Lorenzo Moretti. Même son nom pesait lourd dans son esprit. Il était le chef de la famille criminelle Moretti, un homme dont l'influence s'étendait des docks de Brooklyn jusqu'au Sénat. Il était d'une beauté frappante d'une manière terrifiante, mâchoire saillante, des yeux couleur d'acier froid et un costume qui coûtait plus cher que ce qu'Isabella gagnerait en 1 décennie. Ce soir, l'air autour de la table 1 était plus épais que d'habitude. Lorenzo était flanqué de ses gardes habituels, mais il y avait un invité ce soir. Un homme plus âgé avec une cicatrice traversant son sourcil, connu seulement sous le nom de « le consul ». Entre eux gisait un morceau de parchemin jauni, enfermé dans une mince pochette de protection en plastique. « C'est du charabia, Lorenzo », grogna le consul en prenant une gorgée de son vin. Mes meilleurs gars l'ont examiné. La NSA n'a pas pu le craquer. Ce sont juste de vieilles bêtises de famille, une farce laissée par ton grand-père. Lorenzo se pencha en arrière, faisant tourbillonner son whisky. Mon grand-père ne faisait pas de farce. Il a laissé ceci pour moi. Il a dit que la clé de la ville est dans ces lignes. Si je ne peux pas le lire, je ne peux pas régner. Isabella s'approcha de la table avec une bouteille d'eau pétillante fraîche. Elle essaya de garder les yeux sur le plateau, mais le parchemin attira son regard comme un aimant. Les symboles étaient chaotiques, des caractères latins tordus, mélangés à quelque chose qui ressemblait à du cyrillique et à de vieux symboles alchimiques. Elle se figea. Ce n'était pas du charabia. L'hésitation ne dura qu'une fraction de seconde. Mais pour un prédateur comme Lorenzo, une fraction de seconde était un panneau publicitaire. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» La voix de Lorenzo était suave, profonde et dangereuse. Isabella releva brusquement la tête, réalisant qu'elle s'était arrêtée de verser. « Non, monsieur. »« Mes excuses, monsieur Moretti. Tu regardais la lettre ?» observa-t-il, ses yeux se rétrécissant. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air amusé, comme un chat jouant avec une souris qui vient de trébucher. « Je pensais juste que l'écriture était unique, » mentit-elle, son cœur martelant contre ses côtes. Les hommes à la table ricanèrent. L'un des lieutenants de Lorenzo, une brute nommée Rocco, ricana. Elle pense que c'est du bel art. C'est mignon. Lorenzo leva une main, faisant taire Rocco. Il tourna toute son attention vers Isabella. Unique ? C'est un mot pour le dire. Ça vaut une fortune. Ou ça le vaudrait, si quelqu'un savait ce que diable cela raconte. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une épaisse liasse de billets de 100 $ cerclés. Il la jeta sur la table avec un bruit sourd et lourd. « Je vais te dire, » dit Lorenzo, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Je suis d'humeur généreuse. Il y a 10 000 là. Lis une seule ligne, et c'est à toi. » La table éclata de rire. Ils se moquèrent d'elle. La serveuse idiote, la fille invisible. Il s'attendait à ce qu'elle rougisse, bafouille et s'enfuit en courant. « En fait, » ajouta Lorenzo, profitant du spectacle, « rendons cela intéressant.
Je te donnerai 1 million de dollars tout de suite. Un virement bancaire, si tu peux lire cette lettre. » Rocco rit si fort qu'il s'étouffa avec la fumée de son cigare. « Patron, elle a probablement du mal à lire le menu. N'embarrassez pas la fille. » Isabella regarda l'argent, puis elle regarda la lettre. Elle savait qu'elle devait s'en aller. Être remarquée par Lorenzo Moretti était dangereux. Être intelligente autour de Lorenzo Moretti était fatal, mais elle était fatiguée. Elle était fatiguée de la dette que son père avait laissée derrière lui. Elle était fatiguée de vivre dans un appartement boîte à chaussures sans chauffage. Et par-dessus tout, elle était fatiguée des hommes comme celui-ci, pensant qu'ils possédèrent le monde juste parce qu'ils pouvaient crier le plus fort. Elle posa la bouteille d'eau. Le tintement du verre sur la table coupa court au rire. « Ce n'est pas du latin, » dit doucement Isabella. Les rires moururent instantanément. Le sourire de Lorenzo ne s'effaça pas, mais il changea. Il devint plus aiguisé. « Pardon ? » ?»« Ça ressemble à du latin, » dit Isabella, sa voix gagnant une étrange confiance détachée. « Mais c'est un chiffre de substitution basé sur le carré de Vigenère, mais plus ancien. Il utilise le dialecte vénitien du XVIe siècle comme clé de base. » Silence. Un silence absolu et suffocant figea la pièce. Le consul fronça les sourcils, se penchant en avant. « De quoi parle-t-elle » Lorenzo ne sia pas. « Continue. » Isabella s'approcha de la table. Elle ne toucha pas le papier. Elle traça simplement l'air au-dessus avec son doigt. « La première ligne » chuchota-t-elle, traduisant les symboles dans sa tête, les cartographiant contre les livres d'histoire qu'elle avait dévorés dans la bibliothèque poussiéreuse de son enfance. Une enfance qu'elle avait passée à se cacher de gens ressemblant beaucoup à Lorenzo. Elle dit « Ne fais pas confiance au porteur de la pièce d'argent, car sa loyauté est achetée, non donnée. » Lorenzo s'immobilisa. Ses yeux se tournèrent vers le consul. Sur la table, juste à côté du verre de vin du consul, se trouvait une pièce d'argent rare et antique qu'il exhibait plus tôt dans la soirée. Un objet de collection. Et la seconde ligne, continua Isabella, sa voix tremblant maintenant qu'elle réalisait la gravité de ce qu'elle disait. Elle dit « Le loup dort à ta table, attendant que le berger ferme les yeux. » Lorenzo tourna lentement la tête pour regarder le consul. Le visage de l'homme plus âgé était devenu livide, la couleur s'échappant comme l'eau d'un drain. « Lorenzo, » balbutia le consul. « Elle invente tout. C'est une serveuse pour l'amour de Dieu. L'est-elle » Lorenzo se leva. Il était grand, dominant tout le monde. Il ramassa la lettre et regarda Isabella. « Lis la signature. » Isabella plissa les yeux vers le gribouillage en bas. « C'est signé. L'omerta n'est brisé que par le sang. » Lorenzo sortit un pistolet de son étui en un mouvement fluide. Il ne le visa pas vers Isabella. Il pressa le canon contre le front du consul. « Tu m'as dit que tu avais trouvé cette lettre dans le coffre-fort de mon grand-père, » dit doucement Lorenzo. « Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu l'as forgée pour me tenir distrait, avec une énigme pendant que tu empiétais sur mon territoire. Mais tu as été trop arrogant. Tu as utilisé un code que tu pensais que personne ne connaissait. Lorenzo, attends. Bang !» Le coup fut étouffé par l'insonorisation de la section FAP, mais le message était fort et clair. Le consul s'effondra en avant. Isabella ne cria pas. Elle ne pouvait plus respirer. Elle restait juste là, l'odeur de la poudre à canon lui remplissant le nez. Lorenzo rengaina l'arme comme s'il venait de vérifier l'heure. Il se tourna vers Isabella. L'amusement avait disparu. À sa place se trouvait une intensité terrifiante. « Rocco, » dit Lorenzo, sans quitter Isabella des yeux. « Vide la pièce. Ferme le club. »« Qu'est-ce qu'on fait de la fille, patron ?» demanda Rocco, observant Isabella nerveusement. Elle a tout vu. Lorenzo s'approcha d'elle. Il tendit la main et coinça une mèche de cheveux égarée derrière son oreille. Ses doigts étaient chauds, contrastant avec l'acier froid de ses yeux. « La fille, » dit Lorenzo, « vient de gagner 1 million de dollars et un nouvel emploi. » Isabella était assise à l'arrière d'un SUV noir, prise en sandwich entre deux hommes qui avaient l'air de mâcher du béton au petit déjeuner. Les vitres étaient si sombres que la ville à l'extérieur n'était qu'un flou de traînées de néon. Elle ne portait plus son uniforme. Rocco avait jeté un trench coat sur ses épaules
avant de l'escorter par la sortie arrière du Velvet Lounge. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle. Sa voix sonnait petite dans l'espace confiné. Le conducteur ne répondit pas. L'homme à sa gauche, un garde au visage balafré nommé Luca, grogna simplement. « Le patron a dit de t'amener au penthouse. Considère cela comme une promotion. » « Une promotion ou une prison ?» Isabella ferma les yeux, son esprit tourbillonnant. Comment avait-elle connu ce code? C'était un réflexe, un fantôme d'une vie qu'elle avait essayé d'enterrer. Son père n'était pas seulement un parieur mort criblé de dettes. Il était le professeur Arthur Sterling, l'un des plus grands historiens mondiaux de la cryptographie de la Renaissance. Il avait traité les langues mortes comme des histoires, avant de s'endormir. Il lui avait appris à lire les chiffres avant qu'elle ne sache monter à vélo. Mais Arthur Sterling s'était aussi fait des ennemis. Il avait déchiffré quelque chose qu'il n'aurait pas dû pour un puissant cartel en Europe, et il l'avait réduite au silence. Isabella, alors connue sous le nom de Bella Sterling, s'était enfuie, avait changé son nom en Isabella Rossi, et avait pris un emploi où personne ne posait de questions. Elle était restée cachée pendant 5 ans, et ce soir, pour un moment d'ego, pour un défi à $1 million, elle s'était exposée. La voiture s'arrêta. « Dehors », ordonna Luca. Ils étaient à l'Obsidian Tower, le plus haut bâtiment résidentiel de la ville. Le penthouse appartenait à un seul homme. Ils l'escortèrent dans un ascenseur privé. Il n'y avait pas de bouton. Il monta simplement, comme s'il lisait leurs pensées. Lorsque les portes s'ouvrirent, Isabella entra dans un salon qui était plus grand que tout son immeuble d'habitation. Des fenêtres du sol au plafond surplombaient la ligne d'horizon scintillante de New York. Lorenzo se tenait près de la fenêtre, sa veste de costume retirée, les manches retroussées pour révéler des avant-bras couverts de tatouages complexes. Il tenait un verre de whisky dans une main et le parchemin dans l'autre. « Tu n'as pas crié » dit-il sans se retourner. Isabella resta près des portes de l'ascenseur. « J'ai vu pire. » Lorenzo se tourna. « Vraiment ? Pour une serveuse, tu as une réaction très colorée à la violence. La plupart des gens pleurent. Toi, tu as analysé la situation. » Il se dirigea vers un bureau et ramassa une tablette. Isabella Rossi. Diplôme de fin d'études secondaires. Pas d'université. A travaillé dans un restaurant à Queens avant de venir au Velvet Lounge. Casier judiciaire vierge. Dossier ennuyeux. Il lâcha la tablette. « C'est un faux. » Isabella se raidit. « Ce n'est pas le cas. » « Ne me mens pas, » interrompit Lorenzo, sa voix descendant d'une octave. « Je viens de loger une balle dans un homme que je connais depuis 10 ans parce que tu as lu un chiffre vénitien vieux de 300 ans. Une serveuse ne fait pas ça. Une serveuse s'inquiète des pourboires et des pieds endoloris. Qui es-tu ? Je suis la personne à qui vous devez $1 million, détourna-t-elle en croisant les bras. Lorenzo rit. C'était un son riche et authentique qui le faisait momentanément paraître moins comme un meurtrier et plus comme un homme. Touché. L'argent sera sur un compte demain matin, mais tu sais que tu ne peux pas partir. Pourquoi ? Parce que tu m'as vu tuer le consul. Parce que tu peux lire ceci. Il brandit le parchemin. Le consul était un idiot, mais il n'a pas forgé ceci. Il l'a volé. Cette lettre est réelle. Mon grand-père l'a écrite sur son lit de mort. Il a utilisé un code connu seulement des gardiens du cercle distinct, une vieille société que ma famille fréquentait autrefois. Lorenzo s'approcha, empiétant sur son espace personnel. Le consul a essayé de me piéger avec une fausse traduction, espérant que je suivrais de mauvaises instructions pour me faire tuer. Tu m'as sauvé la vie, Isabella, mais cela crée un problème. Quel problème ? Si tu peux lire ceci, tu peux lire le reste des archives. Le sang d'Isabella se glaça. Archives. Mon grand-père n'a pas seulement laissé une lettre, il a laissé une bibliothèque, des journaux, des registres, des cartes. Tout est crypté. Tout est inutile pour moi. Jusqu'à ce soir. Il tourna autour d'elle, l'étudiant comme un cheval de prix. Le consul avait des ennemis, des puissants. Maintenant qu'il est mort, ils se demanderont pourquoi. Ils entendront des rumeurs sur la serveuse qui parlait vénitien. Si je te laisse partir, tu seras morte dans l'heure, torturée pour ce que tu sais, puis éliminée. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Demanda Isabella, reculant jusqu'à heurter le verre froid de la fenêtre.
Lorenzo plaça une main sur la vitre à côté de sa tête, l'encerclant. « Je t'offre un emploi, un vrai. Tu vis ici. Tu travailles pour moi. Tu traduis les archives. Tu m'aides à trouver ce que mon grand-père a caché. L'emplacement du coffre de fer. Il est censé contenir des moyens de pression sur chaque politicien majeur de l'hémisphère occidental. Et si je refuse? Alors j'ouvre cette porte. » Il pointa l'ascenseur. « Et je te souhaite bonne chance. Tu en auras besoin. » Isabella le regarda. De près, il sentait l'eau de Cologne coûteuse et le danger. Ses yeux cherchèrent les siens, guettant la peur. Il trouva de la défiance à la place. « J'ai des conditions, » dit-elle. Lorenzo haussa un sourcil. « Tu négocies? Audacieux. Premièrement, je veux le $1 000 000 sur un compte offshore auquel vous ne pouvez pas toucher. Deuxièmement, personne ne me touche. Je suis une employée, pas une compagne. » Lorenzo sourit. « Je préfère mes compagnes consentantes, Isabella. Je ne force pas les femmes. D'accord. Et troisièmement, dit-elle, sa voix tombant dans un murmure, si je découvre que vous avez quoi que ce soit à voir avec la mort d'Arthur Sterling, je réduirai votre empire en cendres. » L'expression de Lorenzo changea. Une lueur de reconnaissance apparut. « Arthur Sterling, l'historien retrouvé mort à Londres il y a 5 ans ?»« Mon père, » confessa-t-elle. Lorenzo la fixa pendant un long moment. La tension dans la pièce était électrique. « C'est donc de là que vient l'intelligence, » murmura Lorenzo. « Bella Sterling, la prodige disparue. » Il recula et tendit une main. Marché conclu. « Mais sois prévenue, Bella. Le secret est dans ses archives. Ils ont tué ton père. Ils pourraient nous tuer tous les deux. » Isabella regarda sa main. C'était la main d'un tueur. Mais c'était aussi la seule bouée de sauvetage qu'elle avait. Elle la saisit et la serra. « Quand commençons-nous ?»« Maintenant, » dit Lorenzo, se tournant vers le bureau. « Parce que quelqu'un vient d'envoyer un message sur mon serveur privé. Ils savent que tu es ici, et ils arrivent. » Le message sur la tablette de Lorenzo était simple. « Le loup est à la porte. » Avant qu'Isabella ne puisse demander ce que cela signifiait, les lumières du Penthouse vacillèrent et s'éteignirent. Le bourdonnement de la ville en bas s'évanouit, remplacé par un silence soudain qui faisait bourdonner les oreilles. Les générateurs de secours ne s'enclenchèrent pas. « Ils ont coupé la ligne directe », siffla Lorenzo, saisissant le bras d'Isabella. Sa prise était comme du fer. « Bouge. » Loin des fenêtres. « Qui est « il » demanda Isabella, trébuchant alors qu'il l'entraînait vers l'intérieur de l'appartement. Le cercle cramoisi. Les gens pour qui le consul travaillait. Ils ne veulent pas que les archives soient traduites. Ils veulent qu'elles brûlent. Smash. Le bruit du verre brisé déchira la pièce. Des cordes de rappel. Des hommes en tenue tactique noire se balancèrent à travers les fenêtres fracassées du sol au plafond, leurs bottes crissant sur les sols en marbre à $1 million. Ils ne parlaient pas. Ils levèrent simplement des fusils d'assaut équipés de silencieux. Thwip, thwip, thwip. Les balles dévorèrent le mur exactement là où Isabella se tenait quelques secondes auparavant. Lorenzo la poussa derrière un lourd îlot de cuisine en granit. Il sortit un second pistolet d'un étui à la cheville et le fit glisser sur le sol vers Lucas, qui avait émergé de l'ombre du couloir. « Lucas, tiens le flanc, hé !» rugit Lorenzo, tirant 2 coups au-dessus du comptoir. 2 des intrus tombèrent. « Isabella, garde la tête basse !» Isabella se mit en boule, se couvrant les oreilles. Elle n'était pas une soldate. Elle était une fille qui aimait les énigmes et les vieux livres. L'odeur de cordite et de poussière de cloison l'étouffait. C'était la guerre, ici même dans le salon. « On ne peut pas les retenir ici, patron », cria Lucas en riant. « Ils ont des optiques thermiques. Ils peuvent nous voir à travers les comptoirs. » Lorenzo jura. Il regarda Isabella. Elle tremblait, les yeux écarquillés par la terreur. Il saisit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Écoute-moi, » dit-il, sa voix coupant à travers le chaos. « J'ai besoin que tu sois Bella Sterling en ce moment même. J'ai besoin de la fille qui m'a surpassé au restaurant. Peux-tu courir ?» Isabella déglutit difficilement. Elle hocha la tête. « Oui. »« Bien. L'ascenseur est verrouillé. Nous devons utiliser l'escalier de service, mais il est scellé biométriquement.
J'ai besoin de 10 secondes pour le forcer. Lucas va nous en gagner 5. Patron, commença Lucas. Fais-le, Lucas. Lucas se leva, s'exposant pour attirer les tirs, brandissant ses pistolets à 2 mains. Pour la famille, hurla-t-il, déchaînant une grêle de balles qui força les intrus à reculer vers les fenêtres brisées. Lorenzo saisit la main d'Isabella et sprinta vers un panneau quelconque dans le mur. Il tapa un code sur un clavier, mais la lumière resta rouge. « Merde! Ils ont piraté l'unité centrale du bâtiment. La commande manuelle est coincée. » Isabella regarda le clavier. Ce n'était pas seulement des chiffres, c'était un puzzle de séquences. « Pousse-toi, » dit-elle, écartant Lorenzo. « Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est une superposition de la suite de Fibonacci, » dit-elle, ses doigts volant sur les touches. Mon père concevait des systèmes de sécurité pour les musées. C'est un cryptage de grade standard pour les coffres de haute valeur. 1, 2, 3, 5. Elle frappa la dernière touche. Le mur siffla et glissa, révélant un escalier en béton baigné d'une lumière d'urgence rouge. « Tu es pleine de surprises », souffla Lorenzo. « Allez !» cria-t-elle. Ils plongèrent dans l'escalier juste au moment où une grenade roulait dans la cuisine derrière eux. L'explosion secoua les fondations du bâtiment. L'onde de choc fit claquer la lourde porte en acier derrière eux, les scellant dans la cage d'escalier. Mais Lucas n'était pas entré. Isabella restait là, fixant la porte close, les oreilles bourdonnantes. « Votre ami, il a fait son travail, » dit Lorenzo, son visage étant un masque de froide fureur. Mais Isabella vit sa main trembler légèrement, alors qu'il rengainait son arme. « Maintenant, nous devons faire le nôtre. Nous avons 40 étages à descendre et ils nous attendront dans le hall. »« Nous n'allons pas dans le hall, » dit Isabella, son esprit tournant à plein régime. « S'ils ont coupé le courant, ils contrôlent les sorties. Ils nous attendront en bas. Alors qu'est-ce que tu suggères? Qu'on s'envole? »« Le garage, » dit Isabella. « Le sous-sol. Le système de filtration d'air évacue par les niveaux de parking inférieurs. Si nous pouvons atteindre le 15e étage, il y a une trappe de maintenance qui mène au conduit de ventilation. Cela contourne entièrement le hall. » Lorenzo la fixa. « Comment connais-tu les plans de mon bâtiment mieux que moi? »« Je mémorise les plans de chaque bâtiment où j'entre, » dit-elle. « C'est une habitude. Quand tu passes ta vie à fuir, tu cherches toujours la sortie. » Lorenzo hocha la tête, un nouveau respect dans les yeux. « Ouvre la voie, Bella !» Ils descendirent les escaliers, leurs pas résonnant dans la gorge de béton du bâtiment. Au 15e étage, ils forcèrent la lourde porte coupe-feu. Le couloir était vide, mais les lumières d'urgence rouges projetaient de longues ombres dansantes. Ils atteignirent la trappe de maintenance. Lorenzo défonça la grille d'un coup de pied. C'était un passage étroit. « Les dames d'abord, » dit-il. Isabella rampa dans le tunnel métallique poussiéreux. C'était sombre, claustrophobe, et ça sentait la graisse. Elle rampa pendant ce qui lui sembla des heures, ses genoux se bleuissant contre l'acier. Lorenzo était juste derrière elle, sa respiration régulière. Enfin, ils atteignirent une grille donnant sur le parking du sous-sol. En dessous d'eux, 3 fourgonnettes noires tournaient au ralenti. Des hommes avec des oreillettes patrouillaient les sorties. « Ma voiture reste la Mercedes blindée dans le coin », chuchota Lorenzo. « Mais nous ne l'atteindrons jamais sans être vus. » Isabella regarda autour d'elle. Elle vit les tuyaux du système d'extinction d'incendie courir le long du plafond. « Avez-vous un briquet ?» demanda-t-elle. Lorenzo fronça les sourcils, mais plongea la main dans sa poche et sortit un zippo en or. Isabella pointa une tête d'extincteur directement au-dessus des gardes. « Si nous déclenchons le capteur de chaleur, le système de gaz Allon s'active. Il aspire l'oxygène de la pièce pour éteindre un incendie. Cela les assommera en 30 secondes. Cela pourrait nous assommer aussi. Nous retenons notre respiration, dit-elle. Lorenzo sourit. J'aime ta façon de penser. Il alluma le briquet et le présenta au capteur près d'eux. Clic, une sirène hurla. Houch, des jets massifs de gaz blanc jaillirent du plafond en bas. Les gardes crièrent, toussant, se saisissant la gorge. En quelques instants, ils s'effondraient au sol. Maintenant. Lorenzo ouvrit la grille d'un coup de pied. Ils se laissèrent tomber sur le sol en béton,
retenant leur respiration, les yeux brûlants à cause du brouillard chimique. Ils sprintèrent vers la Mercedes. Lorenzo ouvrit la porte d'un coup sec. Elle était déverrouillée, grâce à sa clé de proximité. Ils plongèrent à l'intérieur. Le système de filtration d'air interne de la voiture s'enclencha immédiatement, purifiant l'air. Isabella haleta, remplissant ses poumons d'oxygène propre. Lorenzo démarra le moteur. Le CV8 rugit. Il passa la vitesse et défonça la barrière du parking, les pneus crissant alors qu'ils s'élançaient dans la rue. Derrière eux, l'Obsidian Tower était un phare de chaos, de la fumée s'échappant des fenêtres brisées du penthouse. « Où allons-nous » demanda Isabella, bouclant sa ceinture, alors que Lorenzo se faufilait dans le trafic à 100 miles à l'heure. « Quelque part hors radar, » dit Lorenzo, ses yeux vérifiant le rétroviseur. « Les Hamptons sont trop évidents. Nous allons dans les Catskills. Ma famille y a un pavillon de chasse. Pas d'internet, pas de service mobile. Juste nous et les fantômes. » Isabella regarda par la fenêtre. L'adrénaline retombait, remplacée par une fatigue profonde et douloureuse. Elle venait d'aider un patron de la mafia à échapper à un escadron de la mort. Elle était officiellement une complice. « Lorenzo, » dit-elle doucement. « Ouais, merci de m'avoir sauvé là-haut. » Lorenzo lui jeta un coup d'œil. « Ne me remercie pas encore, Bella. Les gens qui ont tué ton père, ils viennent de me déclarer la guerre. Et tu es la seule arme que j'ai. » Le trajet dura 3 heures. Ils laissèrent les lumières de la ville loin derrière eux, échangeant l'éclat des néons contre l'obscurité oppressive des bois profonds. La route passa de l'asphalte au gravier, serpentant sur un col de montagne escarpé. Le pavillon de chasse était un euphémisme. C'était une forteresse tentaculaire en bois, construite à flanc de falaise, surplombant un lac gelé. Mais il y faisait froid. Un froid de mort. Lorenzo coupa le moteur. Le silence de la forêt était absolu. « À l'intérieur, » ordonna-t-il. « Je dois vérifier le périmètre. » Isabella entra dans le hall principal. Ça sentait le pain et la vieille poussière. Elle trouva un interrupteur, mais rien ne se passa. « Le générateur est derrière, » dit Lorenzo, entrant derrière elle avec 2 sacs de sport qu'il avait récupérés dans le coffre. « Je vais le lancer. Il y a du bois près de la cheminée. Allume un feu. Ça va être une nuit glaciale. » Isabella s'agenouilla près de l'immense foyer en pierre. Ses mains tremblaient encore, couvertes de suie provenant du conduit de ventilation. Elle empila les bûches mécaniquement. Allumettes, petits bois, flammes. Alors que le feu rugissait, projetant une lumière orange vacillante à travers la pièce, elle s'autorisa enfin à ressentir le poids de la nuit. Elle se rassit sur le tapis en peau d'ours, ramenant ses genoux contre sa poitrine. La porte s'ouvrit et les lumières vacillèrent, faibles et jaunes. Lorenzo entra. Il avait l'air épuisé. Son costume était ruiné, déchiré à l'épaule, taché de poussière de cloison et de sang. « Attends. » « Du sang. Vous êtes blessé, » dit Isabella, se levant. Lorenzo jeta un coup d'œil à son bras gauche. La chemise blanche était imbibée de pourpre, éraflée par une balle dans l'escalier. « Peu importe. Ça arrive. Asseyez-vous, » ordonna Isabella. « Je vais bien, Bella. J'ai besoin de sécuriser le... Asseyez-vous. » Sa voix était ferme, faisant écho au ton qu'elle utilisait avec les clients ivres au Velvet Lounge. Lorenzo marqua une pause, l'air surpris. Il eut un rire bref et s'assit sur le canapé en cuir. « Oui, madame. » Isabella trouva une trousse de premiers soins dans la cuisine sous l'évier, emplacement standard. Elle apporta un bol d'eau tiède et une serviette. « Enlevez votre chemise. » Lorenzo déboutonna sa chemise avec sa main valide. Lorsqu'il l'enleva, Isabella inspira brusquement. Son torse était une toile de violence. Des cicatrices, des blessures au couteau, des impacts de balles, des brûlures s'entrecroisaient sur sa poitrine et son dos musclé. Il était une carte routière de la survie. Elle nettoya doucement la blessure sur son bras. C'était un sillon profond, mais il avait manqué l'artère. « Tu as des mains douces, » murmura Lorenzo, la regardant travailler. « La plupart des gens tremblent quand ils me touchent. Je tremble à l'intérieur, » admit Isabella, serrant le bandage de gaz. « Pourquoi m'avez-vous sauvé, Lorenzo ? » « Vraiment ? Vous auriez pu me laisser dans l'appartement. Vous avez la lettre. »« J'ai la lettre, » dit Lorenzo, grimaçant alors qu'elle serrait le bandage.
Mais je ne peux pas en lire la nuance. Une machine peut traduire des mots. Seul un humain peut comprendre l'intention. Tu as vu le piège dans la première lettre. Une machine l'aurait manqué. Il tendit la main et attrapa la sienne. Son pouce effleura ses articulations. Le contact envoya une décharge électrique à travers elle. Et, ajouta Lorenzo, sa voix baissant d'un ton, je n'aime pas que les gens touchent à ce qui m'appartient. Je ne vous appartiens pas, chuchota Isabella, retirant sa main. Pas encore, dit-il. Le défi était de retour dans ses yeux. Il se leva et se dirigea vers le sac de sport. Il en sortit le parchemin sous plastique et un lourd livre relié en cuir. C'est le premier journal, dit-il, le posant sur la table basse. Je l'ai pris dans le coffre avant de partir. Si nous voulons survivre, nous devons savoir qui est le cercle cramoisi. Mon grand-père les mentionne ici. Isabella s'assit par terre près du feu, posant le lourd livre sur ses genoux. Le cuir était craquelé par l'âge. Elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies du même mélange chaotique de symboles que la lettre. C'était vertigineux. « J'ai besoin d'un stylo et de papier », dit-elle. Pendant les 4 heures suivantes, le seul son dans la cabane fut le crépitement du feu et le grattement du stylo d'Isabella. Lorenzo faisait les 100 pas dans la pièce, vérifiant les fenêtres, nettoyant son arme, mais il revenait toujours pour la regarder. « Je l'ai », chuchota-t-elle enfin, frottant ses yeux fatigués. Lorenzo fut à ses côtés en un instant. « Qu'est-ce que ça dit ?»« C'est un registre », expliqua Isabella, pointant les lignes décodées. Des dates, des noms, des paiements. Mais regardez ici, elle pointa une entrée datée d'il y a 5 ans. 14 octobre. Le problème Sterling. Le souffle d'Isabella se bloqua. Le 14 octobre était le jour où son père était mort. « Lis-le », ordonna Lorenzo doucement. La voix d'Isabella tremblait. Le professeur Sterling refuse le pot de vin. Il prétend que l'histoire appartient au monde, pas aux ombres. Le cercle a ordonné son élimination. Je ne peux pas les arrêter. Mais je peux cacher sa fille. J'ai envoyé un message à mes contacts dans Queens pour surveiller la fille, Bella. Elle ne doit pas être trouvée par le cercle. Isabella fixa les mots, les larmes brouillant sa vue. Votre grand-père, il savait. Il essayait de me protéger. Lorenzo s'assit à côté d'elle. Le monstre, le tueur, le patron de la mafia. Il regarda la page avec une expression étrange. « Du regret ?»« Mon grand-père était un homme impitoyable, » dit Lorenzo. « Mais il avait un code. Il respectait les hommes de principe. Ton père était un homme de principe. » Je pensais... Isabella étouffa un sanglot. Je pensais que tout le monde était contre lui. Je pensais qu'il était mort seul. « Il n'est pas mort seul, » dit Lorenzo farouchement. « Il est mort en te protégeant. » Et mon grand-père a essayé d'honorer cela. Lorenzo tendit la main et essuya une larme sur sa joue. Cette fois, Isabella ne se retira pas. « Le cercle cramoisi a tué ton père parce qu'il ne voulait pas leur donner la clé du coffre de fer, » réalisa Lorenzo. « Et maintenant, ils viennent pour nous parce qu'ils pensent que nous l'avons. »« L'avons-nous » demanda Isabella. Lorenzo tourna à la fin du journal. « Il y a une dernière entrée. Ce n'est pas un code, c'est une coordonnée. » Il lui montra la page. 40,712 8 degrés nord, 74,006 0 degrés ouest. « New York City » dit Isabella. « Mais c'est générique. C'est le centre de la ville. »« Non » dit Lorenzo, ses yeux se rétrécissant. « Regarde l'encre. Elle est différente. Elle est réactive aux UV. J'ai besoin d'une lumière noire. Nous n'en avons pas. Improvise, » dit Lorenzo, se levant. « Attends ici. » Il alla à la cuisine et revint avec une bouteille d'eau tonique et une lampe de poche. L'eau tonique contient de la quinine. Ça brille en bleu sous une certaine lumière. Si j'enduis la page, il versa un petit bouchon sur le papier. Il fit briller la lampe à travers le fond d'un vase en verre qu'il trouva sur la cheminée, créant un filtre rudimentaire. Les chiffres s'effacèrent. De nouveaux mots apparurent dans un bleu spectral brillant, sous l'ange des eaux. « Bethesda Fountain », chuchota Isabella, à Central Park. « C'est là que se trouve le coffre », dit Lorenzo, saisissant sa veste. « Et c'est là que nous finissons cela. »« Lorenzo, attendez », dit Isabella, saisissant son bras. « Si nous y allons, nous marchons à découvert. Le cercle surveillera. »« Je sais, »
dit Lorenzo, insérant un chargeur neuf dans son arme. Il la regarda, et l'intensité dans ses yeux lui fit faiblir les genoux. « C'est pour ça que j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je vais t'utiliser comme appât. » Le sang d'Isabella se glaça. « Quoi ? Fais-moi confiance, répéta-t-il. Je ne les laisserai pas te toucher. Mais nous devons les attirer. Nous devons leur faire croire qu'ils ont gagné. Ah, et si vous vous trompez, alors nous rejoindrons nos pères, dit Lorenzo sombrement. Prends ton manteau, Bella. Nous retournons à New York. Le trajet de retour vers Manhattan fut une procession funèbre à deux. Le silence dans la voiture n'était pas vide. Il était lourd, rempli de la réalité indicible de ce qu'il s'apprêtait à faire. Isabella passa le temps à mémoriser les plans des systèmes de drainage de Central Park sur le téléphone de Lorenzo, tandis que Lorenzo passait une série d'appels cryptiques sur un téléphone jetable qu'il avait sorti de la boîte à gants. « Qui appelez-vous » demanda Isabella, après que le troisième appel se soit terminé par un simple « minuit ». « La Fontaine. »« Des fantômes » répondit Lorenzo, les yeux fixés sur la route. « Des gens qui me doivent des faveurs. Des gens qui détestent le cercle cramoisi plus que moi. » Ils abandonnèrent la Mercedes dans le Bronx et prirent le métro jusqu'à la 72e rue. C'était surréaliste. Isabella, toujours dans son uniforme de serveuse sous le trench coat trop grand, et Lorenzo, ressemblant à un dieu de la guerre meurtrie, debout parmi des navetteurs fatigués qui étaient trop scotchés à leur téléphone pour remarquer les prédateurs au milieu d'eux. Ils entrèrent dans Central Park à 23h45. Le parc était fermé, une étendue tentaculaire d'ombre et de feuilles murmurantes. La Bethesda Terrace était droit devant. La célèbre statue de l'ange des eaux se tenait au sommet de la fontaine, ses ailes de bronze déployées, bénissant la nuit vide. « On y est », chuchota Lorenzo. Il s'arrêta sous le couvert du tunnel menant à la terrasse. Les carreaux acoustiques au plafond étaient célèbres pour leur beauté, mais ce soir, ils ressemblaient juste aux côtes d'une bête géante. « Tiens !» Lorenzo lui tendit une petite oreillette. « Mais ça, si je dis baisse-toi, tu te baisses. Tu ne demandes pas pourquoi. Tu ne regardes pas, tu touches le sol. Lorenzo. » La voix d'Isabella tremblait. « Vous avez dit que je suis l'appât. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que tu t'avances là-bas. » Il pointa la fontaine. « Tu te tiens près de l'eau. Tu tiens le journal. Tu as l'air perdu. Et où serez-vous ? » « Partout, dit-il. » Et puis il disparut dans l'ombre des arches du tunnel. Isabella était seule. Elle prit une profonde inspiration, serrant le journal en cuir contre sa poitrine comme un bouclier. Elle sortit du tunnel et s'avança sur la terrasse. La lune était pleine, projetant une pâle lumière argentée sur l'eau. L'ange la regardait, indifférent. 1 minute passa. 2. Le vent fit bruisser les arbres. Une sirène hurla au loin. Puis elle l'entendit, le clic d'un chien que l'on arme. Bella Sterling, une voix résonna depuis la terrasse supérieure. « Tu ressembles exactement à ton père. » Isabella se tourna lentement. Debout sur le balcon surplombant la fontaine, se tenait une femme. Elle était élégante, vêtue d'un tailleur pantalon blanc qui brillait au clair de lune. Elle tenait un pistolet silencieux, avec la grâce décontractée d'une mondaine tenant une coupe de champagne. « Qui êtes-vous » demanda Isabella, sa voix résonnant sur la pierre. « Je suis le cercle » sourit la femme. « Je suis celle qui a donné l'ordre il y a 5 ans, et je suis celle qui va finir cela ce soir. Donne-moi le journal, ma chère, et dis-moi où se cache Lorenzo. » « Il m'a laissé, » mentit Isabella, son cœur martelant si fort qu'elle pensait qu'il lui ferait des bleus aux côtes. « Il m'a utilisé pour décoder les coordonnées, et puis il a filé. »« C'est un lâche, » rit la femme. « Lorenzo Moretti ? Un lâche ? Peu probable, mais il est pragmatique. Peut-être a-t-il réalisé que tu étais un fardeau. » 6 hommes émergèrent des ombres autour de la fontaine. Ils étaient vêtus de tenues tactiques noires, leur visée laser rouge dansant sur la poitrine d'Isabella. « Le journal, » ordonna la femme. « Apportez-le-moi. » Isabella fit un pas en avant. « Vous le voulez ? Venez le chercher. » La femme rétrécit les yeux. « Tu es là. Baisse-toi. » La voix de Lorenzo explosa dans l'oreille d'Isabella.
Isabella se jeta à plat ventre sur le pavé. Crac boum. Un tir de sniper retentit depuis le toit du hangar à bateau, à 300 mètres de là. L'homme le plus proche d'Isabella tomba, sa poitrine explosant. Crac boum. Un autre tir. Un autre homme à terre. Lorenzo n'avait pas seulement appelé des fantômes, il avait appelé une équipe de tueurs professionnels. Le chaos éclata. Les hommes restants se précipitèrent à l'abri, tirant aveuglément dans les arbres. Du tunnel derrière Isabella, Lorenzo émergea, brandissant un pistolet dans chaque main. Il bougeait avec une efficacité terrifiante, un flou de violence. Il tira dans la jambe d'un homme, pivota et logea 2 balles dans la poitrine d'un autre. Isabella rampa sur les mains et les genoux vers le rebord de la fontaine. « La femme !» hurla Lorenzo par-dessus les coups de feu. « Ne la laisse pas partir !» La femme au tailleur blanc courait vers un hélicoptère en attente qui descendait rapidement sur le mâle, la large allée menant à la terrasse. Le vent des rotors fouettait la poussière en une frénésie. Lorenzo sprinta vers les escaliers, mais 2 gardes imposants bloquèrent son chemin. Il engagea un combat au corps à corps, les bruits d'os heurtant la chair, étant d'une violence écœurante. Isabella regarda le journal dans sa main. Puis, elle regarda la femme qui s'échappait. Si cette femme partait, cela ne finirait jamais. Elle les traquerait pour toujours. Isabella vit le panneau d'accès à la base de la fontaine, celui qu'elle avait mémorisé, la valve de contrôle de pression pour les jets d'eau massifs. Elle rampa jusqu'au panneau et l'arracha. La roue était rouillée, mais l'adrénaline lui donna de la force. Elle la fit tourner fort vers la droite, pression maximale. Puis elle saisit une pierre et brisa la buse directionnelle, ne la visant pas vers le haut, mais vers l'extérieur, directement vers les escaliers. Houch! Un jet d'eau, pressurisé pour décaper la crasse et la pierre, jaillit de la fontaine. Il frappa la femme en fuite dans le dos avec la force d'une lance à incendie. La femme hurla, alors qu'elle était soulevée du sol et projetée contre la balustrade en pierre. Elle s'effondra au sol, le pistolet glissant au loin. Le pilote de l'hélicoptère, voyant le chaos et les tirs de sniper, paniqua. Il remit les gaz, abandonnant la femme, et vira brusquement dans la nuit. Lorenzo acheva le dernier garde d'un coup de coude brutal à la tempe. Il sauta par-dessus la rambarde et atterrit à côté de la femme en blanc. Il posa sa botte sur sa poitrine et pointa son arme sur son visage. « Fin de partie », grogna Lorenzo. La femme toussa, crachant de l'eau et du sang. Elle le regarda avec des yeux remplis de haine. « Tu penses que ça finit quoi que ce soit? Le cercle est partout. Nous sommes les banques. Nous sommes le gouvernement. Ce soir, dit Lorenzo, tu n'es qu'un cadavre. » Il n'hésita pas. Il pressa la détente. Isabella tressaillit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lorenzo se tourna vers elle. Il s'approcha, rengainant son arme. Il lui tendit une main pour l'aider à se relever. Elle la prit, les jambes flageolantes. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je pense que oui, chuchota-t-elle. Ce coup avec l'eau. » Lorenzo regarda la fontaine, impressionné. C'était créatif. « La physique, dit-elle faiblement. »« Lorenzo !» appela une voix. Isabella se figea. Sortant de l'ombre du tunnel se trouvait Rocco, le bras droit de Lorenzo, celui qui était au restaurant. Lorenzo sourit. « Rocco ? Bon timing, nettoie tout ça. » Rocco s'approcha, tenant un fusil de chasse. Il regarda les cadavres, puis la femme en blanc. Puis il regarda Lorenzo. « Désolé, patron, » dit Rocco, et il leva son fusil vers Lorenzo. Boum! Lorenzo fut projeté en arrière, frappant le sol durement. « Lorenzo !» hurla Isabella. Elle plongea vers lui, mais Rocco arma son fusil. « Ne bouge pas, ma chérie, » cracha Rocco, « ou tu es la suivante. » Lorenzo haletait, se tenant le côté. Son gilet pare-balles avait empêché la cartouche de pénétrer son cœur, mais l'impact lui avait probablement brisé des côtes. Il était hors de combat. « Pourquoi ?» haleta Lorenzo, du sang coulant de sa bouche. « Le cercle paie mieux », haussa les épaules Rocco. « Et ils m'ont promis ta place. Le consul était mou. Tu es trop sentimental. C'est moi l'avenir. » Rocco s'approcha d'Isabella. Il lui arracha le journal des mains. « Merci d'avoir décodé l'emplacement, » sourit Rocco. « Sous la fontaine. Brillant. » Il se tourna vers la statue de l'ange des eaux.
Il donna un coup de pied dans une brique de pierre spécifique à la base, révélant un trou de serrure. Il sortit une clé étrange et ornée de sa poche. La clé du consul. Il la tourna. Le sol sous la fontaine gronda. L'eau s'arrêta. Le fond du bassin vide de la fontaine commença à glisser, révélant un escalier sombre descendant dans la terre. « Restez ici et regardez-les se vider de leur sang », ordonna Rocco aux mercenaires restants qui étaient sortis des bois, des hommes qui avaient fait semblant d'être le renfort de Lorenzo. C'était une trahison au sein d'une trahison. Rocco descendit dans le coffre. Isabella regarda Lorenzo. Il était pâle, sa respiration superficielle. « Va-t'en » chuchota Lorenzo. « Cours. »« Non » dit Isabella, une froide résolution s'installant en elle. Elle regarda le coffre ouvert. Elle regarda les mercenaires qui étaient distraits, pillant les corps des agents du cercle mort. Elle ne fuyait plus. Elle se leva lentement. « Hé !» cria-t-elle aux mercenaires. Ils se tournèrent, surpris. « Il ne connaît pas le dernier piège », dit-elle assez fort pour que Rocco l'entende depuis le bas de l'escalier. La suite de Fibonacci. Le dernier chiffre n'était pas 5, c'était 8. La voix de Rocco résonna d'en bas. « De quoi tu parles ? Le coffre !» cria Isabella. « Il est sensible à la pression. Si vous n'entrez pas le code de contrepoids dans les 60 secondes suivant l'ouverture de la porte, le tunnel s'inonde. Vous vous noierez là-bas. » Rocco remonta les escaliers en courant, le visage rouge. « Quel est le code ? Dis-le-moi. » Isabella sourit. C'était la première fois qu'elle souriait de toute la nuit. « Je vais vous montrer, » dit-elle. « Mais laissez-le partir. » Elle pointa Lorenzo. Rocco regarda Lorenzo qui se vidait de son sang. Il se dit que le patron était fini de toute façon. « Très bien, descends là-dedans. » Isabella passa devant les mercenaires. Elle entra dans le bassin de la fontaine et regarda l'escalier sombre. Rocco l'attendait. Elle descendit. L'air dans le coffre était rassis, sentant l'humidité séculaire. L'escalier s'enfonçait profondément dans le socle rocheux de Manhattan. Au fond se trouvait une porte massive en fer, couverte des mêmes symboles que le parchemin. Rocco tenait le journal d'une main et son fusil de l'autre. « Ouvre-la » ordonna-t-il. Isabella s'approcha de la porte. Il y avait une série de cadrans rotatifs, une serrure à combinaison du XVIIIe siècle. « Tu as menti pour l'inondation, n'est-ce pas » ricana Rocco. « Il n'y a pas de tuyau d'eau ici. Il y a de l'eau partout, » dit Isabella calmement. « Nous sommes sous le lac. » Elle commença à tourner les cadrans. Alpha, Oméga, Veritas. Clank, clank, clank. Les goupilles tombèrent en place. La porte massive gronda et pivota vers l'intérieur. À l'intérieur, la pièce était petite, bordée d'étagères. Mais au lieu d'or ou de diamants, les étagères étaient empilées de cylindres en cuivre. « Des parchemins ? C'est quoi ces déchets ?» hurla Rocco, s'engouffrant à l'intérieur. « Où est l'argent ? Où sont les dossiers de chantage ?»« C'est de l'information, » dit Isabella, restant sur le seuil mais n'entrant pas complètement. « La connaissance est le pouvoir, Rocco. C'est ce que le grand-père de Lorenzo savait. Ces parchemins contiennent les actes originaux de la ville. La preuve de chaque pot de vin, chaque meurtre, chaque élection volée depuis 1800. Ça vaut des milliards. » Les yeux de Rocco s'illuminèrent de cupidité. Il lâcha son fusil et saisit un cylindre, faisant sauter le couvercle. « Des milliards, » murmura-t-il. « Je posséderai cette ville. » Isabella fit un pas en arrière. Elle regarda le sol du seuil. Il y avait une plaque de pression. Elle l'avait enjambée prudemment. Rocco avait marché pile dessus. Mais rien ne s'était passé. « Pourquoi ça ne marche pas ?» chuchota Isabella pour elle-même. « Quoi ?» Rocco se tourna. « Le piège, dit-elle. La note de mon père disait qu'il y avait un déclencheur par gravité. » Rocco rit. « Ton papa était un idiot. Il n'y a pas de piège. C'est juste du vieux papier. » Il se tourna de nouveau vers les étagères. Isabella le vit alors. Un petit fil, presque invisible, partant de l'arrière de l'étagère que Rocco touchait jusqu'au plafond. « Rocco, ne fais pas ça. » Rocco tira le parchemin de l'étagère. Snap! Le bruit fut comme un coup de fouet. Le plafond du coffre ne s'effondra pas. Au lieu de cela, du sable commença à se déverser. Pas un filet, un torrent. Des goulottes massives s'ouvrirent dans le toit. « Du sable » rit Rocco.
Je vais être enterré dans du sable. Il essaya de courir vers la porte. Isabella saisit la lourde poignée de fer. Non, hurla Rocco, se jetant sur elle. Isabella fit claquer la porte. Clang! Elle fit tourner la roue, verrouillant les boulons. De l'autre côté, elle entendit Rocco frapper sur le métal. « Laisse-moi sortir, espèce de garce, laisse-moi sortir. Le sable n'est pas le piège, » chuchota Isabella à la porte. « C'est le poids. » Elle entendit un craquement profond et sourd venant d'au-dessus. Le poids du sable remplissant la pièce déstabilisait les supports du plafond, qui retenaient l'eau du lac situé au-dessus. Elle se tourna et remonta les escaliers en courant. Elle atteignit le bassin de la fontaine, juste au moment où le sol sous elle trembla violemment. Un bruit sourd résonna des profondeurs. Le coffre s'était effondré. L'eau du lac s'engouffrait pour combler le vide, noyant Rocco et les secrets pour toujours. Isabella grimpa hors de la fontaine. Les mercenaires étaient partis. Ils s'étaient enfuis en sentant le séisme, pensant que la police arrivait. Lorenzo était toujours allongé sur le pavé. Il était conscient, mais à peine. Isabella tomba à genoux à ses côtés. « Lorenzo, est-ce que vous l'avez tué ?» chuchota Lorenzo. « Le coffre l'a fait, » dit-elle, déchirant une bande de tissu de son uniforme pour presser contre sa blessure. Les secrets ont disparu, Lorenzo, enterrés sous le lac. Personne ne pourra les utiliser, ni le cercle, ni vous. Lorenzo regarda les étoiles. Un faible sourire effleura ses lèvres. Bien, je n'ai jamais voulu être bibliothécaire de toute façon. Il leva la main et toucha son visage. Sa main était froide. Tu es libre, Bella, râla-t-il. Le compte, le $1 000 000. Il est déjà à toi. Pars. Ne soyez pas stupide, dit Isabella, les larmes coulant sur son visage. Je ne vais nulle part. Pourquoi? Parce que vous me devez toujours un emploi, dit-elle. Elle sortit le téléphone jetable de sa poche. Elle composa le 911. Qu'est-ce que tu fais? Siffla Lorenzo. Pas de flics. Je n'appelle pas les flics, dit-elle. J'appelle les ambulanciers, et je vais leur dire que je suis témoin d'une agression qui a mal tourné. Je vais mentir pour vous, Lorenzo, une dernière fois. Lorenzo la regarda, sa vision s'estompant. Il vit le feu dans ses yeux. La serveuse était partie. La reine était arrivée. Bella. Chut, dit-elle, caressant ses cheveux. Reste avec moi. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où l'ange des eaux avait pleuré du sang et du sable. Le Velvet Lounge avait rouvert, mais c'était différent maintenant. Les lourds rideaux de velours avaient été remplacés par du verre blindé élégant. L'éclairage était plus chaleureux et le personnel ne marchait plus tête baissée. Isabella se tenait à la station de maître d'hôtel, vérifiant la liste des réservations sur une tablette. Elle ne portait pas d'uniforme. Elle portait une robe vert émeraude sur mesure qui coûtait plus cher que son ancien appartement. Et à son doigt se trouvait une bague portant le sceau de la famille Moretti. Pas une alliance, mais une chevalière, un symbole d'autorité. La table 4 demande une réduction, lui chuchota un serveur. C'est le conseiller Harris. Il dit qu'il connaît le propriétaire. Isabella ne leva pas les yeux. Dites au conseiller Harris que le propriétaire est au courant de ses comptes offshore au Caïman. Plein tarif, plus 20% de pourboire. Le serveur sourit et se dépêcha de partir. L'ascenseur au fond de la pièce sonna. Lorenzo sortit. Il bougeait un peu plus lentement maintenant, avec une légère boiterie. Un rappel permanent de la balle qui avait failli lui coûter la vie. Il ne portait pas de costume. Il portait un simple pull noir et un pantalon, ressemblant moins à un patron de la mafia qu'à un boxeur retraité. Il s'appuya contre le podium, la regardant travailler. « Tu tiens cet endroit plus fermement que je ne l'ai jamais fait, » dit-il, sa voix étant rude mais chaleureuse. « Il le faut bien, » répondit Isabella, le regardant enfin. Ses yeux étaient vifs, calculateurs, mais lorsqu'ils rencontrèrent les siens, ils s'adoucirent. « Vous êtes censé vous reposer. » Le docteur a dit. « Pas de stress. » « Je ne suis pas stressé, » sourit Lorenzo, tendant la main pour coincer une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'admire juste mon investissement. Le $1 000 000 avait été transféré sur son compte le lendemain de l'incident à la fontaine. Lorenzo avait tenu parole, mais Isabella n'était pas partie.
Elle avait utilisé l'argent pour entrer dans l'affaire. Elle n'était plus une employée. Elle était une associée, et elle était plus que cela. « On a un problème », dit Lorenzo, son ton changeant légèrement. « Les restes du cercle, ils ont envoyé un envoyé. Il est dans le bureau privé. » L'expression d'Isabella se durcit. « Est-ce que vous l'avez tué ?»« Je voulais le faire, » admit Lorenzo. « Mais j'ai pensé que tu voudrais peut-être t'en occuper. Tu es meilleur dans l'approche diplomatique. » Isabella hocha la tête. Elle passa devant lui, ses talons claquant sur le sol en marbre. Elle entra dans le bureau privé, où un homme à l'air nerveux dans un costume gris était assis en sueur. « Monsieur Henderson, » dit Isabella, s'asseyant derrière le massif bureau en chêne. Lorenzo se tenait silencieusement près de la porte, les bras croisés. « Miss Rosie, » balbutia l'homme. « Je représente des parties intéressées. Nous savons que les archives ont disparu, mais nous pensons que vous avez mémorisé certains des registres avant qu'ils ne soient détruits. Nous sommes prêts à payer. »« Arrêtez, » dit Isabella. Elle ne leva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. « Vous pensez que j'ai mémorisé les registres ? Ce n'est pas le cas. » Elle se pencha en avant. « Je les ai améliorés. » Monsieur Henderson cligna des yeux. « Je ne comprends pas. Le cercle est mort, » dit froidement Isabella. Les vieilles méthodes de chantage et de jeu d'ombre sont terminées. Lorenzo et moi dirigeons cette ville maintenant, pas par la peur, mais par l'ordre. Nous savons qui vous êtes. Nous savons qui vous a envoyé. Dites au sénateur Reynolds que s'il envoie encore un envoyé dans mon restaurant, je publierai les photos de son voyage de collecte de fonds à Bangkok. Est-ce qu'on se comprend ? L'homme devint livide. Il se leva, tremblant. « Oui, oui, madame. » « Bien. Sortez et emportez les calamars. C'est offert par la maison. » Alors que l'homme s'enfuyait, Lorenzo rit doucement. Il s'approcha du bureau et s'assit sur le rebord. « Tu me fais peur parfois, Bella. »« C'est bien, » dit-elle, se levant et entrant dans son espace. Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. « Ça vous oblige à rester vigilant. » Lorenzo enroula ses bras autour de sa taille, la tirant contre lui. « Tu sais, mon grand-père avait raison sur une chose. Quoi donc ? » « Il a dit que le trésor n'était pas l'or dans le coffre, » chuchota Lorenzo, posant son front contre le sien. « Il a dit que le trésor était la personne qui pouvait tenir la clé sans être corrompue par elle. Je pense qu'il romançait juste un paradis fiscal, » taquina Isabella. « Peut-être. » Lorenzo l'embrassa, un baiser profond et persistant qui avait un goût de whisky et de victoire. Mais j'ai trouvé mon trésor. La porte du bureau s'ouvrit. C'était le remplaçant de Rocco, un jeune gamin nommé Léo. « Patron, » dit Léo, puis il se corrigea, regardant Isabella. « Patron, le maire est ici pour dîner. » Isabella se dégagea de Lorenzo, lissant sa robe. Elle vérifia son reflet dans le miroir. Elle n'était plus la fille invisible. Elle n'était plus la victime. « Allons-y, » dit Isabella, prenant la main de Lorenzo. « Il ne peut pas lire le menu sans nous. » Ils sortirent du bureau ensemble, entrant dans la lumière dorée du lounge. La musique s'éleva, les verres s'entrechoquèrent, et la ville de New York continua de tourner. Mais au centre de tout cela, la serveuse et le loup se tenaient côte à côte, régnant sur un royaume bâti sur les secrets, le silence et un amour qui avait survécu aux ténèbres. Isabella a prouvé que dans un monde de loups, on n'a pas besoin d'être un mouton. On a juste besoin d'être celui qui tient la laisse. Elle est passée du service des boissons à la direction des opérations, prouvant que le vrai pouvoir n'est pas une question de muscles, c'est une question d'intelligence. L'histoire de Lorenzo et Isabella nous rappelle que parfois, la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire est de sous-estimer la personne silencieuse dans la pièce. Ils ont enterré le passé pour construire un avenir, montrant que la loyauté est la seule monnaie qui compte vraiment. Merci d'avoir regardé cette histoire de trahison, de code et de romance. Si vous avez apprécié les rebondissements de « Je te donnerai $1 million si tu peux lire cette lettre », n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à créer plus d'histoires comme celle-ci. Que pensez-vous du choix d'Isabella de rester ? Auriez-vous pris le $1 million et pris la fuite ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.
Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre prochain drame. Nous avons une nouvelle histoire la semaine prochaine sur un milliardaire qui simule sa propre faillite pour trouver une vraie femme. Vous ne voudrez pas manquer ça. À bientôt dans la prochaine vidéo.